pour cette très bonne intervention. Merci d'avoir fait ma promotion également. Je ne sais pas si c'est tout à fait mérité, on verra bien. En tout cas, nous allons changer un petit peu de niveau social. Nous allons descendre, nous allons passer d'un service premium, celui réservé aux ambassadeurs, à un service beaucoup plus normal, celui de monsieur, madame, tout le monde. Enfin, donc je vais vous demander, pour commencer, un petit effort d'imagination. Projetez-vous dans des personnes ordinaires du début du XVIIe siècle, par exemple des commerçants, des négociants de la Cité de Londres, qui auraient besoin, pour leurs affaires, d'envoyer des lettres sur le continent et d'en recevoir également. Que se passait-il ? Donc là, nous allons retourner dans le concret et nous allons essayer de voir comment était organisée la correspondance des gens ordinaires au début du XVIIe siècle. J'ai une animation PowerPoint, j'espère qu'elle va fonctionner. Je vais essayer de la mettre en route. Donc, le premier réflexe que l'on pourrait avoir, c'est de penser qu'il était possible d'emprunter l'infrastructure postale puisqu'elle existait, comme en témoigne la carte que vous avez sous les yeux, la carte de Tavernier de 1632, qui rassemble toutes les routes de poste de France, même certaines de Grande-Bretagne. Donc, il y avait l'infrastructure, mais les gens ordinaires n'envoyaient pas des courriers sur les grands chemins. Le service était beaucoup trop coûteux. Cela revenait à envoyer des athlètes qu'il fallait payer à prix d'or pour porter quelques missives. Ce n'était pas du tout adapté aux besoins des gens ordinaires. Et en réalité, pendant très longtemps, les gens du commun ont utilisé des services de messagerie d'origine médiévale. Donc il faut bien comprendre cela. Ces messageries empruntaient parfois les chemins postaux si leur voyage était, enfin les courriers des messageries les empruntaient, en tout cas si leur voyage était suffisamment rentable, mais c'était rarement le cas, car cela les forçait à relayer sans cesse, à changer de chevaux sans cesse, et les empêchait par là même de se livrer à de menues activités comme du commerce de menus objets, ou de l'accompagnement de voyageurs, qui étaient des activités économiques intéressantes pour des courriers, à condition d'aller à un train beaucoup plus modéré que le train du galop de la Poste. Voilà pourquoi, pendant très longtemps, les gens du commun n'ont eu accès qu'à un service relativement lent de transfert de leurs lettres vers le continent, ou depuis le continent jusqu'en Grande-Bretagne. Est-ce que l'on peut être plus précis sur les services de messagerie qui existaient au début du XVIIe siècle ? Oui, on peut l'être. Jusque vers 1600, les historiens qui ont travaillé sur ces questions ont montré que les messageries relevaient d'une activité commerciale assez peu réglementée, ce qui, bien qu'il existait différents opérateurs, on peut distinguer par exemple les Merchant Strangers, qui était la communauté des marchands flamands établis à Londres, qui avaient ouvert un bureau de messagerie dans la cité de Londres, par lequel il était possible d'envoyer des lettres vers le continent. Il existait aussi une autre compagnie de marchands, les Merchant Adventurers, qui eux étaient les marchands anglais qui commerçaient avec le continent. Il existait encore d'autres compagnies sur lesquelles on ne s'arrêtera pas. On distinguait aussi des messageries urbaines et des messageries universitaires qui avaient leur bureau ouvert au public. Donc, vous voyez, il y avait une pluralité d'opérateurs. Les routes empruntées étaient variées selon les opérateurs. Ils choisissaient vraiment la voie qu'ils désiraient pour passer la Manche, parfois par Douvres et Calais, mais parfois aussi par Rail et Dieppe, ou par d'autres ports encore. Leur rythme, enfin leur vitesse était médiocre, elle ne dépassait pas les 50 km à la journée en général. Maintenant, nous allons nous projeter en 1700 et nous allons voir que la situation est très différente. En 1700, désormais, les messageries
les messageries font l'objet d'une réglementation interne et de traités internationaux. Donc, et là, si l'on veut expédier ou recevoir du courrier de l'étranger, il faut passer par un système de monopole. Un système de monopole qui a été érigé au profit d'offices nationaux. Il existe une poste en France et un office postal en Angleterre également. On terminait la pluralité d'acteurs dans le secteur des échanges de lettres. De même, la route n'est plus au libre choix de l'opérateur. Il n'y a plus qu'une route permise, c'est la route Calais-Douvres qui est empruntée par les opérateurs nationaux. Et le rythme est beaucoup plus rapide puisque les 450 km qu'il existe en gros entre Londres et Paris sont franchis en 4 jours. Vous voyez que la situation a beaucoup évolué. On est beaucoup plus proche de notre état actuel de monopole et de services efficaces. Donc, ceci pose la question de savoir quand et pourquoi il y a eu ce basculement dans cette situation beaucoup plus réglementée et beaucoup plus efficace. Les historiens qui se sont penchés sur cette question ont songé que ce basculement devait avoir lieu dans les années 1630, sous Louis XIII et Charles Ier d'Angleterre, car à cette époque-là, il y eut des surintendants des postes et des postmaster generals qui étaient particulièrement impliqués dans la modernisation de leurs services en France comme en Angleterre. Donc l'idée était tout à fait pertinente. C'était celle notamment de notre grand historien des postes, Eugène Vaillet, que vous avez ici sur la gauche. Donc Eugène Vaillet pensait quant à lui qu'il y avait eu un traité postal franco-anglais qui avait été signé en 1638. Néanmoins, il en parlait avec une certaine réserve, puisque je peux le citer. Il parle d'un traité postal de 1638 pour les échanges postaux entre les deux pays, que quelques textes, d'ailleurs sans référence, nous apprennent avoir été signés. Ceci indique bien qu'il n'était pas très sûr de lui et qu'il n'avait pas retrouvé l'acte. Toujours est-il qu'il avait de bonnes raisons de penser que le surintendant Arnoux de Nouveau, qui régnait alors sur le domaine des postes, vous avez ces dates en bas de l'écran qui apparaissent, avait dû signer un traité avec son homologue anglais, qui à cette époque était un certain Thomas Witherings, qui a été célébré comme un héros par l'historiographie britannique. Vous avez sa tombe dans une église de Londres que voici, donc je ne ferai pas de zoom dessus, c'est un cénotaphe. Et derrière le personnage de Witherings, vous aviez également un grand ministre qui s'est beaucoup investi dans les missions postales. Il s'agit de Sir John Cook. Voici un exemple typique de l'historiographie britannique. Vous avez un ouvrage à la gloire de Witherings que l'on peut retenir comme exemple. Et il est vrai que sous les auspices de ces deux personnages que sont Witherings et Cook, de grands textes ont été imposés. En 1635, il y eut la proclamation royale qui créa un service de poste public intérieur en Angleterre et en Écosse. C'est en quelque sorte la charte de fondation des postes de Grande-Bretagne. En 1633, il y eut aussi une ordonnance du Conseil privé qui jetait les bases d'un service de poste international au service de l'Angleterre. Voici le texte manuscrit tel qu'il est aux archives nationales de Londres. Le problème, c'est que le traité n'a pas été signé en 1638 et n'a jamais été retrouvé puisqu'il a été signé en réalité en 1636 et que j'ai eu la bonne fortune de le retrouver. Donc, voici la première page ici qui s'affiche. D'où cette communication que je fais aujourd'hui pour présenter un petit peu l'apport que peut représenter ce traité à notre connaissance. Donc, en voici le premier paragraphe. On peut noter la date tout en haut, le 14 juillet 1636 en réalité.
Il implique plusieurs personnages qui sont soulignés ici en jaune. Thomas Witherings sur la deuxième ligne, mais aussi Richard Lenné et Laurent Berthemet sur les deuxième et troisième lignes, qui ont pour titre Maître des courriers étrangers de Paris, et qui dépendent en fait étroitement du bon plaisir et du contentement de Monsieur de Nouveau, le surintendant des postes, qui apparaît par la suite. Voici la transcription du début de cet acte. Donc cet acte, ce traité postal de 1636, vous sera fourni en document d'ici quelques jours, quand j'aurai le temps de retoucher la transcription, que je fournirai à Étienne Gier, qui vous la communiquera, j'espère. Il m'a permis de redécouvrir d'autres actes très importants, comme notamment un arrêt du Conseil du roi de France qui a programmé le développement des courriers à l'international. Cet arrêt du Conseil date du 9 novembre 1634. Il est conservé en Angleterre aux Archives nationales. Je n'ai pas trouvé de copie en France, hélas. Alors, ces documents retrouvés en grande quantité, ainsi que des négociations diplomatiques qui ont abouti à ce traité de 1636, permettent de reconstituer un processus en 3 étapes. D'abord, dans un premier temps, il y a eu un d'affirmation très fort du contrôle des États sur les communications épistolaires internationales, eut lieu de la fin du XVIe siècle jusqu'à vers 1620-1630. Dans un deuxième temps, on a assisté à la mise en place d'un premier système de communication entre la Grande-Bretagne et le continent, qui est un système qu'on peut appeler un système de courrier ajourné, qui s'est épanoui jusqu'au début des années 1630. Et dans un troisième temps, on s'est aperçu que ce système n'était pas suffisant, il a été critiqué, on s'est aperçu de ses limites, et les diplomates ont poussé à la mise en poste des relations épistolaires franco-britanniques. La mise en poste, c'est l'expression qui est d'époque. On a décidé de mettre en poste les communications internationales entre les deux pays en 1636. Et c'est ça l'effet du traité de 1636. Donc voilà le programme que je vous propose aujourd'hui. Je vais essayer de le parcourir rapidement. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire. D'abord, pour ce qui est de la première partie, l'affirmation du contrôle des États sur les communications épistolaires internationales. En Angleterre, elle est passée par 3 étapes. En 1568-1569, première étape, il y eut un conflit à l'intérieur des Merchant Strangers, la compagnie des courriers flamands établie à Londres. Et le pouvoir royal de la reine Élisabeth Ier en a profité pour imposer son propre candidat comme maître des courriers de cette messagerie. Et donc, un certain Raphaël van de Putte qui a été imposé, un nom bien flamand. Et nous savons qu'il a réellement exercé, car il existe encore aujourd'hui des lettres, comme celle qui apparaît en bas d'écran, qui portent son nom, Raphaël van de Putte, maître des courriers, à Londres. Voilà la première étape de ce renforcement du contrôle royal sur les relations épistolaires internationales en Angleterre. Mais le vrai renforcement n'a dû avoir lieu qu'un peu plus tard, à la fin du XVIe siècle, lorsque les relations internationales sont marquées par différentes tensions, notamment dans la foulée de l'épisode de l'invincible Armada. En 1591, on a une ordonnance très claire d'Élisabeth Ier qui rappelle l'interdiction à tout particulier, à toute personne de se mêler de commerce avec l'étranger, sauf autorisation de son maître, de son postmaster general. Donc il fallait avoir son agrément ou l'agrément d'un général des courriers étrangers, réciproquement, ce qui prouve qu'il y a certainement déjà des accords internationaux qui existaient, même si nous n'avons pas de traces explicites. Voilà l'ordonnance dont je vous parlais à l'instant, et voici quelques passages qui sont transcrits. Donc le premier, aucune personne, quelle qu'elle soit, ne doit prendre sur elle-même publiquement
ou de manière privée, l'initiative de procurer, de rassembler, de recevoir, de transporter quelques paquets ou lettres en direction d'eux ou à partir des pays qui sont au-delà des mers, accepter les ordinaires, les postes et les messagers pour ces lieux qui sont autorisés par nos maîtres des postes ou les maîtres des postes généraux de ces pays réciproquement. Donc la citation que je vous donnais juste avant dans l'écran précédent. Et néanmoins, on voit que cette ordonnance est un rappel de règles qui n'ont pas été bien respectées, puisqu'un deuxième extrait plus bas vous indique ce que, pourtant, diverses personnes sans aveu ont eu l'habitude, et pourtant, diverses personnes sans aveu ont eu l'habitude de se mêler de ces commerces, contrairement à tout bon ordre. Donc, comme de manière très classique, les ordres royaux se heurtaient aux habitudes acquises et ancrées depuis longtemps dans les mœurs des populations et des commerçants. Le dernier acte de ce renforcement du pouvoir royal en Angleterre sur les communications épistolaires internationales a été posé par Jacques Ier en réalité en 1619, lorsque ce dernier nomme un certain Matthew de Kester, encore un flamand, au titre de Postmaster of England for Foreign Parts. Donc désormais, il y a un responsable officiel des communications épistolaires entre l'Angleterre et les pays étrangers. Maintenant, il nous reste à voir ce qui s'est passé en France. En France, il y a eu grosso modo une évolution similaire, sauf qu'elle fut peut-être plus tardive et plus brutale. En 1576, Henri III avait créé un corps de messagers royaux pour l'intérieur du pays, mais son initiative n'avait peut-être pas été aussi suivie de succès qu'espéré, étant donné l'état de guerre civile endémique que subissait le pays. La véritable mise en coupe réglée des postes a eu lieu en réalité sous Henri IV. En 1600, il y eut un arrêt du Conseil d'Henri IV qui soumit toutes les correspondances de l'étranger au surintendant des postes Lavarane, qui en réalité était un intime du souverain qui transportait ses billets doux à ses favorites, notamment. Donc voici Lavarane que vous avez en haut à gauche sur cet écran. Et l'arrêt en question, conservé aux archives nationales, qui a été pris à son entier bénéfice. Puisqu'il nous dit que Sa Majesté, en son dit conseil, a ordonné que tous les lettres et dépêches qui seront envoyées en ce royaume d'Italie, Espagne, Flandre et tous les autres pays, ou en tireront pour 10 pays étrangers, seront dorénavant consignées et mises ès-main du dit contrôleur général des postes ou son commis établi à Lyon. Donc désormais, le courrier international est entre les mains de Lavarane. La clause est explicite. Et ce Lavarane sera tenu, suivant les offres, de faire porter de 15 jours en 15 jours, à ses frais et dépens, les dépêches de Sa Majesté à Rome et Venise, et pour cet effet et la commodité de celle des marchands, établir des courriers en sorte que tous les 1er et 15e de chacun mois, ils partent un courrier de Lyon pour aller porter l'ordinaire à Rome et un autre à Venise, et à pareil jour, 2 autres courriers de Rome et Venise. Donc il y a un système très clairement mis en place par cet arrêt du Conseil. Alors il ne faut pas croire que ça va être immédiatement un système postal proprement dit. En réalité, on est passé par un système intermédiaire qui est le système des courriers ajournés que je me propose maintenant de vous expliciter. Tout d'abord, il faut bien s'entendre sur l'expression courrier ajourné. Pierre Neufgens a parlé de voyage ajourné. Donc les courriers ajournés sont effectivement des courriers qui voyagent pendant la durée du jour. C'est cela ce que veut dire leur expression à proprement parler. Ça veut dire surtout qu'ils n'empruntent pas
les relais postaux et la vitesse du galop que ces derniers procurent. Donc, ils voyagent beaucoup plus lentement à la vitesse ancestrale de 50 km à la journée en moyenne, vitesse médiévale de l'époque où le voyage était appelé encore journée, qui a donné le terme journée en anglais. Donc, c'est encore un système très traditionnel. Dire courrier à journée comme le font les textes français, en fait, c'est une manière de dire qu'il ne s'agit pas de courrier authentiquement postaux. Donc, une fois cette précision sur l'expression effectuée, nous pouvons nous intéresser à l'organisation humaine et géographique de ce système des courriers à journée. Sur le versant anglais, nous savons qu'il existait un groupe de 3 ordinary posts, c'était leur appellation. Et on connaît même leur nom. Un acte, en effet, de Mathieu de Kester nous donne la liste des courriers qu'il employait en 1629. Et le premier paragraphe présente précisément The Ordinary Post Weekly Employed for France, qui était alors Nicolas Varando, Isaac Varando et un certain John Halley, oui. Donc on connaît précisément leur nom. Il ne reste plus qu'à faire des recherches sur ces patronymes pour savoir exactement de qui il s'agissait. On peut supposer qu'il y avait des petites dynasties familiales ici aussi, puisqu'on repère le même patronyme, Varando, pour les 2 premiers courriers cités. Côté français, sur le versant français, on avait 4 courriers à journée en revanche. Il y en avait 3 qui étaient qualifiés de Paris à Londres, passant par Rouen et Dieppe. Donc, par le même coup, nous voyons leur itinéraire. C'était celui de la vallée de la Seine et qui permettait certainement de maximiser le transport fluvial et maritime. Et donc, il pouvait permettre d'emporter certains pondéreux. Mais il y en a aussi un 4e. Donc, les 3 premiers que je viens de parler étaient d'origine plus ancienne et étaient le pendant exact des 3 ordinary posts que nous avions en Grande-Bretagne. On sait, d'après les textes, qu'ils alternaient avec ces derniers. Il y avait un roulement entre eux pour assurer les communications à travers la Manche. Et chacun de ces courriers accomplissait le trajet du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de bureau d'échange au milieu dans un port ou dans un lieu quelconque. C'était un service continu de bout en bout, du début jusqu'à la fin du trajet. Donc, sur le versant français, il y avait un 4e courrier néanmoins, et celui-ci exerçait en droiture de Paris par Calais en Angleterre. On peut être étonné de cette dissymétrie du système, puisqu'il n'y avait pas de 4e courrier en Angleterre. En réalité, cette divergence provient certainement du fait que les Anglais avaient signé peu de temps auparavant un accord avec la dynastie Latour-Étassiste de Bruxelles, qui détenait le privilège des postes impériales dans tout l'Empire et dans les Pays-Bas espagnols. Donc, il y avait un service déjà accéléré qui allait de Londres à Bruxelles et à Anvers toutes les semaines. On peut penser que les Français avaient voulu s'immiscer dans ce système et ils le voulaient d'autant plus que ce service entre les Anglais et les Flandres était passé par Calais en réalité. Donc, on peut dire que les Français n'avaient pas voulu laisser les Flamands et les Anglais être les seuls à passer par Calais, qui était un point épineux des relations internationales. Et donc, ils avaient créé ce 4e courrier pour s'immiscer dans le système anglo-flamand. Mais je ne saurais en dire plus, il faudrait faire davantage de recherches.
Donc, il me reste à parler de la vitesse de ces courriers ajournés, aussi bien anglais que français. Les textes dont nous y disposons se plaignent beaucoup en réalité de leur service. Nous en avons un de ces textes qui nous dit « La voie des courriers ajournés de Paris à Londres passant par Rouen et Dieppe est fort longue, difficile et incertaine à cause du trajet de la mer qui est de 25 lieues, d'où provient de grandes pertes aux affaires de leur majesté et des négociants, qui demeurent le plus souvent 1 mois ou 5 semaines entières sans pouvoir tirer réponse de leurs lettres. » En réalité, cette plainte est probablement exagérée. Comme très souvent quand on se plaint, on prend les exemples les plus extrêmes. On peut penser qu'en règle générale, les correspondants avaient des réponses à leurs lettres au bout de 3-4 semaines. Et donc, le temps de trajet devait prendre 1 semaine et demie, 2 semaines entre Paris et Londres. Ce qui était déjà remarquablement long. Donc voilà pour ce qui est de la vitesse. Nous avons plus de précisions pour ce qui concerne les arrangements financiers qui ont permis à ce système de perdurer. Qui dit arrangement financier peut vouloir dire 2 choses très différentes selon si on considère les usagers ou selon si on considère les opérateurs postaux. Pour ce qui est des usagers, il s'agit évidemment des tarifs. Quels tarifs leur étaient appliqués? Là aussi, il y a beaucoup de plaintes dans les textes dont nous disposons. Certains témoignages disent que les courriers ajournés profitaient de leur situation de monopole pour se faire payer le triple ou le quadruple de ce que coûtait en réalité le passage d'une missive. Là aussi, il s'agit peut-être d'une exagération, mais ils étaient bien en situation de monopole et étaient capables donc d'imposer leurs tarifs. Ce qui est difficile à suivre aussi dans cette plainte, c'est qu'en réalité, il n'existait pas à l'époque, ni en France ni en Angleterre, de tarifs officiels édictés par les États. Ceux-ci seraient édictés dans les années suivantes, en 1630-1636, on n'en est pas encore là. Donc à quel tarif se référaient les plaintes? Il semble qu'il y ait eu une notion commune du juste prix du transport d'une lettre entre Paris et Londres, mais on n'a pas plus de renseignements que cela dans les textes officiels. En revanche, nous disposons d'une collection de lettres très importante, les lettres Corsini, sur lesquelles un livre a été écrit, dont vous avez les références ici. Il s'agit d'une collection de 3000 lettres environ, qui ont été transportées entre le continent et Londres, où résidait la famille Corsini, une importante famille de commerçants. Et grâce à cette collection, on peut avoir une idée du coût réel du transfert des lettres entre le continent et l'Angleterre. Donc, j'ai fait un petit tableau ici pour vous résumer l'apport de ce livre. On voit que depuis Paris, le coût d'une lettre pour aller jusqu'à Londres était de 8 pence ou de 6-7 sous, qui est l'équivalent en conversion. Depuis Rouen, il était un peu moins cher. Le coût n'était que de 6 pence ou de 5 sous. Depuis Dieppe et Calais, il n'en coûtait que 4 pence ou 3-4 sous. Mais l'on voit aussi qu'il y a une nette différence par rapport au coût du transport interne à l'Angleterre, qui n'était de 2 ou 4 pence. Qui dit finance dit aussi, je le disais tout à l'heure, la question du partage des bénéfices entre les opérateurs et de leurs arrangements pour faire fonctionner le système. La documentation est très claire sur ce point. Il existe déjà à cette époque un grand principe qui était que le bénéfice appartenait au transporteur final. C'était le destinataire à cette époque qui payait le courrier à son arrivée, systématiquement. Donc le bénéfice était engrangé par le distributeur. Voilà quel était le principe fondamental. Cependant, il y avait des principes supplémentaires nécessités par le fait
que le système en réalité était dissymétrique. Il n'y avait pas que la liaison Londres-Paris, il fallait compter aussi toutes les destinations beaucoup plus lointaines, ce qu'on appelle les au-delà de Paris. Les au-delà de Paris, c'était les pays étrangers du Sud ou les provinces du Sud de la France. Et pour ces destinations lointaines, il y avait des règles particulières. Par exemple, il y avait dans un sens le problème des lettres qui venaient des au-delà de Paris, c'est-à-dire d'Espagne, d'Italie, d'autres endroits du sud de l'Europe, pour arriver jusqu'en Angleterre. Dans ce cas-là, l'Office des postes d'Angleterre devait reverser à l'Office des postes françaises des sommes compensatoires qui représentaient, d'après les textes, 28 sols pour une once de courrier en provenance d'Espagne, par exemple, mais chaque destination avait son propre tarif. Donc les choses étaient très précises et permettaient de payer le service de transit assuré par les courriers français, qui était donc payé grâce à ces 28 sols par once dans le cas de lettres en provenance d'Espagne. Mais on peut penser que ce tarif était déjà très cher et qu'il y avait probablement une espèce de surtaxe très importante qui avait été posée par le simple fait que la France était en position de force pour imposer son propre tarif sur l'Angleterre, qui était en position marginale géographiquement en Europe, et donc était obligé de se soumettre à la bonne volonté du surintendant des postes de France qui imposait son tarif. Dans le sens inverse, c'est-à-dire pour ce qui concerne les lettres en provenance de Londres destinées aux au-delà de Paris, c'est-à-dire le sud de l'Europe, je répète, il y avait un autre principe qui était appliqué, c'était celui de l'affranchissement au départ. Donc une contravention à la règle générale du paiement final par le destinataire. L'affranchissement au départ était encaissé par les courriers anglais à Londres, au bureau d'expédition de Londres, et reversé directement au courrier français. En fait, il s'agissait d'une garantie qui avait été trouvée au profit des courriers français qui risquaient d'avoir des soucis au moment où ils allaient être obligés de revendre les postes, les dépêches, les lettres qu'ils avaient achetées à leurs homologues anglais, au moment où ils allaient devoir les revendre à leurs homologues du sud de l'Europe, parce fallait-il que ces derniers soient disposés à racheter les lettres et à les racheter à un prix intéressant, quelle que soit la conjoncture. Donc c'est une garantie qui avait été accordée par les courriers anglais pour permettre au système de fonctionner. Il reste un dernier point à aborder concernant les arrangements financiers. Comment étaient payés les différents acteurs du système? En Angleterre, il faut reconnaître qu'on ne sait pas bien. Il y avait probablement des versements d'argent aux généraux des postes, à Thomas Risring lui-même, ou à ses prédécesseurs, mais ce n'est pas clair. Pour ce qui est de la France, c'est beaucoup plus clair. 10%, le 10e denier, comme on disait, était réservé aux surintendants des postes et aux maîtres des courriers, qui étaient donc des officiers des postes qui avaient été créés par le roi de France, qui étaient chargés de gérer tous les mouvements de la poste aux lettres en France au début du XVIIe siècle. Donc ces officiers supérieurs
se payaient grâce au 10e denier qui était revenu. Une vieille tradition. Déjà dans les messageries médiévales, 10% des bénéfices étaient accordés au maître des messagers, qui était souvent le patron d'une hôtellerie, d'une auberge, où était installé un bureau de poste, ou plus exactement son ancêtre. Donc, je vous ai décrit à grand traits le système des courriers à journée. Je vous ai montré aussi ses limites, notamment en termes de coûts, les plaintes qui ont été enregistrées venant des usagers en termes, pour ce qui concerne les coûts et la vitesse de transmission. Ce sont ces limites qui ont poussé les diplomates de l'époque à chercher un accord postal qui a été l'accord de 1636, qui, pour cette dernière partie de mon propos aujourd'hui, je vais vous décrire une négociation diplomatico-postale, comment nous sommes arrivés à cet accord. Il faut bien comprendre une chose. Tout d'abord, c'était l'Angleterre avant tout qui était demandée. Et cela se voit bien dans la première phase des négociations, où il n'y a qu'une initiative anglaise, aucune initiative côté français, au contraire, plutôt des réticences. Ça se voit très bien, notamment dans les dépêches d'un certain René Augier, qui s'est beaucoup investi dans les affaires postales à la cour de France. C'était un secrétaire d'ambassade fraîchement nationalisé anglais, qui était d'origine huguenote en réalité. Et on peut penser qu'il avait lui-même des intérêts dans les affaires de messagerie, et ce qui expliquerait vraisemblablement son intérêt pour ces questions. Donc il commence sa série de dépêches sur ces négociations de manière assez pessimiste. Il fait référence à l'arrivée récente de Thomas Withering lui-même à Paris à la fin 1634 pour hâter les négociations, et montre qu'elle se heurte à de nombreuses difficultés. L'affaire de monsieur Witherings et les peines incessantes qu'elle requiert pour écarter les nouvelles difficultés qu'elle nous fait rencontrer tous les jours, lesquelles se révèlent plus nombreuses et plus grandes qu'on ne pourrait l'imaginer, nous ont pris tellement de notre temps qu'il ne nous en reste presque plus pour nous enquérir les nouvelles de cette semaine et écrire à leur sujet. Nous sommes à présent, une fois de plus, sur le point de nous rendre chez le général des postes pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc, grâce à René Augier, enfin, nous sommes exactement projetés dans le cœur de la négociation. Nous le suivons directement chez le surintendant des postes, Arnoux de Nouveau, et nous voyons que lui-même est très réservé sur la question. Il affecte en réalité de défendre ses subordonnés, les courriers à journée, qui se trouvent menacés par une réforme, et il le dit clairement. J'ai un deuxième extrait à vous citer à ce propos. Mais il faut voir que le surintendant de Nouveau avait peut-être aussi connaissance que le cardinal de Richelieu lui-même était très hostile à cette réforme, ainsi que l'on voit dans cette nouvelle dépêche de René Augier. Je viens d'être informé que l'établissement pour lequel M. Withering est venu s'étant débattu en présence de M. le cardinal et de M. de Bullion. Le cardinal a dit qu'au lieu du dit établissement, il en fallait faire un autre, à savoir que toutes les dépêches qui iraient aux pays étrangers et en viendraient seraient portées sur les épaules de messagers à pied, excepté celle du roi.
qu'il faudrait envoyer en poste par courrier express. Le sieur de Bullion représente là-dessus que cela coûterait beaucoup au roi, à quoi M. le cardinal répondit que quand il en coûterait 1 million de livres davantage tous les ans à Sa Majesté, il ne fallait pas avoir égard à cette dépense. Alors on peut s'étonner d'une telle réaction, de telles expressions du cardinal de Richelieu. En fait, ici, on a l'opposition de deux logiques. La logique nouvelle, incarnée par Witherings et les Anglais, qui veulent imposer un nouveau système plus rapide et qui permet de faire des bénéfices et de financer l'expédition des dépêches de la couronne par le même temps. Donc, on voit que Bullion, qui est le surintendant des finances, est naturellement très, très sensible à ces arguments financiers. Mais le cardinal de Richelieu, lui, reste sur une position traditionnelle qui est que les nouvelles doivent parvenir d'abord au prince et au ministre. Et il peinait beaucoup à envisager que des gens ordinaires, des commerçants, puissent avoir accès aux nouvelles avant lui. Donc, cela explique sa réaction assez épidermique et excessive. Donc effectivement, avec des oppositions de ce type, l'affaire pouvait sembler mal engagée. Néanmoins, à force d'explications et de concessions de la part des Anglais, de la part de René Augier notamment, l'affaire finit par prendre meilleure tournure. On le voit dans la dépêche du 27 octobre 1634. Il y a une erreur dans la date, excusez-moi. Depuis m'être abouché avec Monsieur le cardinal et ensuite avec Monsieur de Nouveau, j'ai meilleur espoir que jamais de faire succéder l'établissement pour lequel Monsieur Witherings est venu ici. Il m'a fallu donner encore plusieurs combats. Enfin, cette affaire semble s'acheminer à bonne fin. J'ai mis ce matin l'arrêt que j'en ai dressé ès-main du premier commis de Monsieur de Boutillier. Il s'agissait l'un des secrétaires d'État. Il m'a promis de le faire expédier au Conseil le plus tôt qu'il se pourra. Nous voyons ici que René Augier a pris les choses en main jusqu'au point de dresser lui-même un arrêt du Conseil qu'il a expédié à l'un des secrétaires d'État pour le faire adopter. En réalité, les négociations avaient surtout porté sur des aspects financiers et des intérêts privés. On se proposait de supprimer tout simplement les courriers ajournés et de les indemniser par 2000 livres tournois purement et simplement. On se proposait aussi d'imposer une taxe sur les lettres qui serait suffisamment avantageuse pour contenter tout le monde et en sorte que chacun puisse y trouver son bénéfice. Et René Augier a trouvé des formules diplomatiques qui le laissent entendre très clairement. Il explique l'on eût pu abaisser quelque peu davantage la dite taxe contenue au dit arrêt, mais considérant des plaintes que cela put causer par deçà parmi tant d'intéressés à la poste. Donc il parle d'intéressés à la poste. Il s'agit évidemment du surintendant de nouveau et de sa cohorte de financiers et d'officiers des postes françaises qui allait trouver un intérêt à l'affaire, un intérêt sonnant et trébuchant, grâce à ce tarif fixé à un montant avantageux. Donc, fin 1634, les choses prennent une très bonne allure. Néanmoins, le traité final ne serait pas signé avant la mi-1636 à cause d'un contexte très défavorable. Il y a la politique internationale britannique qui s'en est mêlée tout d'abord, puisque l'Angleterre de Charles Ier suivait une attitude ondoyante par rapport aux événements de la guerre de 30 ans sur le continent. Et en 1635, elle passe par une phase tout à fait défavorable à la France, avec l'envoi d'un ambassadeur pro-espagnol à Paris, Lord Scudamore. Donc, il y a eu un arrêt dans les négociations à cause de cet événement. Parallèlement, René Augier a été mis sur la touche à cause de problèmes personnels dans l'ambassade britannique et
et le surintendant de nouveau lui-même a eu des soucis puisque le secrétaire d'État Boutillier menaçait à cette époque de s'emparer lui-même des postes, de l'en déposséder, pour ainsi dire, et d'éventuellement de changer leur mode d'administration pour transformer les postes en ferme générale, ce qui devait arriver d'ailleurs quelques années plus tard. Donc, à cause de ces problèmes conjoncturels, la négociation finale a pris du temps. Elle n'est aboutie qu'en juillet 1636, où le 14 juillet, nous retrouvons Witherings qui a fait la traversée. Et Richard l'Aîné, l'un des maîtres des courriers subordonnés au surintendant de nouveau, qui se retrouve à Calais, devant la maison où pend la plume, c'est-à-dire une maison de notaire, le notaire du Deffand. C'est là que le traité de 1636 est signé. Donc voilà, dans l'idéal, j'aurais dû vous exposer les principales dispositions du traité de 1636, mais j'ai peur de prendre beaucoup trop de temps et d'abuser de votre patience. Je vais voir où vous en êtes. Très bien. Merci Alexandre pour cette présentation et merci à Pierre aussi pour ta présentation. Je propose que l'on passe aux questions si vous en avez. Oui, tout à fait. À la fois pour Alexandre et puis effectivement pour Pierre. Moi, j'avais juste, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est vrai que en vous écoutant tous les deux, je pensais au travail de Christophe Studeny sur la vitesse et à ces cartes qui montrent l'évolution de l'espace-temps qui se contracte justement et qui montrent les liaisons, alors plus particulièrement des hommes, mais effectivement le resserrement par le courrier est aussi assez intéressant. Je pense que Sébastien aura des choses à dire là-dessus. Alexandre, peut-être. Si c'est une perche, Étienne, je la saisis volontiers. Hein. Je lis beaucoup de choses intéressantes dans les deux interventions qui ont lieu. D'abord, un premier clin d'œil, hein, avec une lecture postale des choses, et relativement à ce qu'a dit Alexandre, c'est passionnant sur l'initiative anglaise, encore une fois, en matière de poste, et les craintes françaises à s'engager. C'est un fil qui court ça, sur 3 siècles d'histoire, qu'on retrouvera au moment de la naissance des hôtels des postes, où les Anglais commencent avant nous, qu'on retrouvera au moment de la naissance du timbre-poste, où les Anglais commencent avant nous, et où les Français attendent toujours de voir ce que nos meilleurs ennemis font de l'autre côté de la Manche pour poursuivre pas derrière. C'est un vrai sujet problématique. C'est en termes d'histoire comparée postale. Du coup, je découvre qu'on peut remonter jusqu'au premier tiers du XVIIe siècle pour saisir cette longue histoire. Et puis après, cette fois-ci, un commentaire, mais plus relativement aux mobilités et aux axes de P2M. En écoutant les deux intervenants, je dis au président, Étienne, qu'un jour, un dictionnaire des mots de la mobilité pourrait naître, parce que on a bien compris voir se dégager une lexicologie du voyage, sinon postale, du moins de la lettre, avec une terminologie bien particulière et qui a influencé, qui a évolué aussi au fil du temps et qui a nourri des concepts très contemporains. Alors je le glisse aussi dans une globalité bibliographique, historiographique, mais plutôt avec les travaux de Catherine Erlaporte là, qui arrive à échéance, et sa thèse sur le rapport et la naissance du retard, les délais au XVIIIe et XIXe siècle, toujours dans une histoire comparée avec l'Angleterre, la France et la Suisse. Et c'est passionnant. Alors on voit les mots courrier, dépêche, ordinaire, courir la poste, la mise en poste, comme a expliqué Alexandre aussi également, qui ont des mises en application techniques, organisationnelles, humaines bien précises, et dont aujourd'hui on a plus trop idée, mais qui éclairent aussi sur des expressions qu'on comprend encore aujourd'hui. Hein. Se dépêcher, aujourd'hui, est typiquement nourri par cette expression du mot de dépêche qui recouvrait
l'agrégation, la mise ensemble dans des sacs un peu plus tard au 19e siècle, mais avant l'agrégation dans une sacoche, des différents types de lettres et prix qui voyageaient à des vitesses diversifiées. Donc c'est passionnant ce que disait Pierre Nefjean sur le courrier qui est donc la personne qui transporte, puis qui plus tard au 19e siècle avec la poste lettre mieux structurée accompagnera les dépêches d'un bout à l'autre des circuits. C'est aussi un glissement sémantique et une évolution de cette terminologie qui est passionnante. Moi, je resitue ça aussi dans un contexte historiographique avec les travaux de Thibaut Collin, avec la thèse de Thibaut Collin sur le messager. J'ai noté ça tout à l'heure en référence rapide, mais le messager en France au XIIIe siècle, qui avait été dirigé par Claude Gauvard. Alors, il y aurait eu le messager, puis après il va y avoir le courrier, et puis après il va y avoir plus tard, dans une lecture parfois erronée de la marquise de Sévigné, par exemple, au XVIIe siècle, le postillon, qui fait pas tout à fait la même chose non plus, et puis encore après il va y avoir le facteur, qui va se nourrir d'une partie et entre deux le messager piéton, j'ai oublié le fameux messager piéton de la Révolution et du début du XIXe siècle, et ces glissements de métiers autour de la messagerie sont des explications, une histoire des méthodes sont vraiment passionnantes. Alors, j'ai pas tant de questions, mais je reçois tout ça dans une modernité et un dynamisme historiographique qui, moi, me plaît. Hein. Alexandre a parlé de Eugène Vaillé et d'une histoire qui, certes, donne beaucoup de points de départ et de jalons, mais qui était quand même assez descriptive et parfois, il l'a dit, lacunaire. Parce que Vaillé travaille beaucoup sur les sources qu'il avait sous la main à travers son activité à la bibliothèque et au ministère des PTT, mais moins par sa curiosité documentaire sur des fonds d'archives complémentaires qui lui auraient permis d'aller beaucoup plus loin. Ce que Alexandre fait bien mieux que Eugène Vaillé, en fait. Eugène Vaillé, ce sont des jalons, mais ça manquait à la fois d'incarnation, d'histoire culturelle, d'histoire de représentation. Là, avec ce que raconte Alexandre, on en a quand même des dimensions bien plus riches. Moi, j'ai aimé l'évolution, enfin le descriptif du tableau début 16e, début 17e et la différence notoire entre les pluralités de moyens de transport et puis plus tard des versions monopolistiques telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, mais qu'on va peut-être voir disparaître avec l'évolution. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on lui doit quand même encore beaucoup à Eugène Vaillé. C'est un très bon point de départ, comme Oui. tu as dit tout d'abord. Il ne faut pas le négliger. Donc voilà. Donc moi, des questions, voilà, c'était ce type de remarques que je voulais présenter, avec évidemment les problématiques croisées qu'on a pu déjà discuter à propos des travaux de Catherine Arlaporte. Mais j'en dis pas plus parce que je vois que Anne bouille dans ta soupe. Non, je boue pas du tout d'impatience. Je voudrais remercier les deux intervenants parce que leur communication était vraiment très intéressante. J'ai pris plein de notes, j'ai appris plein de choses et je voulais juste peut-être poser une question commune à vous deux sur la question du contentieux. Parce qu'effectivement, on voit qu'il transporte du courrier, mais il ne transporte pas que ça. Il a été question de pondéreux, de bijoux et autres. Et je voulais savoir si, voilà, sur vos deux terrains, sur des mobilités très anciennes, il y avait effectivement des indications autour du contentieux qui pourraient expliquer aussi le coût financier de ces systèmes de transport. Et puis, peut-être une question et demie à Alexandre Tessier autour de la spécification des trajets, parce que on voit très bien qu'il y a une spécification des lieux par lesquels il faut passer, soit par Rouen, soit par Calais, soit par Dieppe pour les circulations France-Angleterre. Il y a la même spécification dans la décision de 1600 pour l'Italie, passer par Lyon, et puis on spécifie les temps de circulation aussi, enfin les rythmes de circulation. Et je me demandais, dans la mesure où on spécifie aussi la destination espagnole et la destination flamande, si on a la même chose ou si on peut vraiment voir des degrés de spécification différents
en fonction des destinations. Et puis, toujours, mais ça peut rejoindre aussi la question qui était évoquée sur les échanges avec l'Italie. J'ai pas tout à fait saisi, mais c'est peut-être un manque d'attention à un certain moment, si ces messagers avaient un choix dans le mode de transport, et si on a des éléments sur des combinaisons possibles de modes de transport. Par exemple, dans le cas de l'Angleterre, ils passent par la voie d'eau, ensuite ils passent par le trajet de mer, ils repassent sans doute ensuite par terre. Donc je voulais savoir si on a, voilà, des éléments sur ces différentes interconnexions entre modes de transport ou entre acteurs de circulation. Oui. Peut-être Pierre d'abord. Oui, je peux me permettre de répondre à la première question sur le contentieux et à la dernière sur la multiplicité des voies de transport qui me paraît intéressante et qui en fait est aussi liée à la première. Pour le contentieux, il me semble que en tout cas pour le XVIe siècle, on fasse confiance au courrier dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point. Lorsque l'objet transporté devient trop précieux, en réalité, la plupart du temps, on ne va pas le confier à un courrier. J'en ai un exemple. En 1559, le duc de Florence fait envoyer un bijou extrêmement précieux d'une valeur de 30 000 écus, donc là on est sur des sommes considérables, en France qu'il souhaite vendre en fait. Et là il le confie pas à un courrier comme ce que j'ai dit par exemple avec la question des chevaux. Il le confie directement à un agent diplomatique qui est assermenté pour la question et qui a pour cette mission précise des instructions secrètes chiffrées. Et dans ces instructions officielles qui ne sont pas chiffrées, la présence du bijou sur lui n'est pas mentionnée. Parce que si jamais il se fait prendre par des bandits de grand chemin, la chose est trop sensible. Donc, il me semble quand même, mais les contentieux, les quelques contentieux que j'ai cités l'attestent, que on fait confiance au courrier jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine valeur de l'objet transféré. Pour les différents modes de transport, il me semble qu'ils dépendent, en tout cas pour les trajets France-Italie, de ce qu'on transporte. La plupart du temps, les courriers sont à cheval, éventuellement avec une carriole. Hein, ils peuvent, que lorsqu'ils transportent des choses trop importantes pour être sur leur seul cheval. Dans le cas de transport un peu plus exceptionnel, ils vont prendre la voie d'eau. Par exemple, en 1551, toujours, alors, je travaille sur les relations franco-florentines, donc je suis désolé, les exemples qui viennent en tête sont fortement florentins, mais le duc de Florence fait envoyer à Catherine de Médicis de Lyon, qu'il a fait venir d'Orient. L'agent qui est aussi courrier à certains moments, en fait, qui a une fonction un peu trouble, passe par voie d'eau de Pise, de Livourne, du port de Livourne au port de Marseille, puis remonte le Rhône jusqu'à Lyon pour livrer les lions. Parce qu'en fait, par la voie de terre, c'est trop compliqué. Il ne va pas faire traverser les Alpes à ces lions. Donc là, dans ce cas-là, on utilise la voie d'eau. La plupart du temps, ils préfèrent quand même utiliser la voie de terre qui est jugée plus rapide. Je pense que dans le cas des relations franco-anglaises, c'est différent dans la mesure où la voie de terre n'est tout simplement pas possible à un moment du trajet. Oui, ben, je ne peux que reprendre ce que Pierre vient de dire. Je pense que effectivement, pour tout ce qui est très important, on préfère faire appel à un gentilhomme de la suite de l'ambassadeur pour accompagner la dépêche ou l'objet qui va devoir être transporté à une personne de qualité. Donc c'est pour ça que dans toutes les ambassades, il y a un groupe de personnes qui accompagnent l'ambassadeur et qui sont à disposition pour accomplir ses commissions en quelque sorte. Pour ce qui est du contentieux en général, tout ce qui est du domaine des postes en France
ne relève pas du droit commun. Donc ça, les affaires vont arriver très rapidement au Conseil du roi. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'arrêts qui sont importants dans cette histoire. J'en ai cité un notamment qui implique les courriers, les messagers de Florentin de Lyon, parce que pendant très longtemps, il y a eu des courriers qui exerçaient à Lyon et qui étaient florentins. Je pense que Pierre Jean voit tout à fait ce que je veux dire. Et donc, en 1600, quand le conseil d'Henri IV est intervenu pour imposer le pouvoir royal, enfin, une surveillance du contrôleur général Lavarane sur les communications internationales, en fait, il s'agissait d'une affaire, d'un conflit qui avait opposé Lavarane au courrier florentin de Lyon. Donc là, le pouvoir royal est intervenu justement dans le cadre d'un contentieux et a imposé une mesure de contrôle désormais de toutes les communications internationales vers l'Italie, l'Espagne, les Flandres et l'Angleterre aussi, bien entendu. Alors ça, c'est pour ce qui est du contentieux, c'est tout ce que je peux dire. Alors c'est ennuyeux pour les historiens parce que bien souvent, les arrêts du Conseil sont difficiles à retrouver. Moi-même, j'ai parlé de l'arrêt du Conseil de 1634 de Louis XIII, que je n'ai pas retrouvé aux Archives nationales à Paris, et dont finalement, nous n'avons qu'une copie à Londres, ce qui est bien regrettable, mais c'est des problèmes de conservation et de classement des arrêts du Conseil du roi. Il faudrait peut-être progresser de ce point de vue-là, mais ça, c'est la tâche des archivistes et nous ne sommes pas là pour y réfléchir aujourd'hui. Et pour ce qui est de la spécification des modes de transport, oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus clair au fur et à mesure du temps. Pour ce qui est de Witherings, on voit qu'avec le traité de 1636, il se charge de lui-même de mettre au point un système de transport maritime entre Douvres et Calais. C'est lui qui va assurer personnellement la jonction maritime en s'arrangeant directement avec un patron de bateau. Et de fait, ce patron de bateau va être le premier patron de paquet-boat. Donc, c'est l'origine du mot paquebot. Notre mot paquebot français vient en fait du mot paquet-boat, qui était le bateau réservé au transport des paquets postaux à l'époque de Witherings. Donc, dès cette époque-là, c'est très clairement précisé et la règle est donnée aussi sur la manière dont doivent être transmises les parcelles, dont doivent être transmis les paquets postaux. Le patron du bateau doit obéir en tout point au commis des courriers français à l'arrivée à Calais. Ce sont les courriers français qui vont récupérer les paquets et vont lui dire quand les débarquer et quand embarquer à son tour les paquets français qu'il doit amener sur la côte anglaise. Tout est précisé dans le traité de 1636 que je vous ferai parvenir sous peu. Merci beaucoup. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci à vous deux, merci à Pierre, merci à Alexandre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Léa, oui. Petite question encore de curiosité. Je voulais savoir si, je vous remercie d'abord pour vos deux communications qui étaient effectivement très intéressantes. Et je voulais savoir si vous aviez remarqué dans vos sources à propos de l'organisation, soit de la poste ou soit du système des courriers, des traces soit d'utilisation opportuniste, soit d'imitation de réseaux de diffusion préexistants, qui existaient en parallèle. Et je pense notamment à la question de la chasse-marée, donc le fait de ramener le poisson frais à Paris, qui était connu pour sa remarquable efficacité, puisqu'on arrivait à ramener du poisson frais en moins de 36 heures entre Paris et Dieppe. Et donc, je voulais savoir si vous aviez est-ce que parfois les systèmes postaux utilisaient les relais de la chasse-marée? Est-ce qu'ils ont essayé d'imiter leur système? Voilà. Alors, j'ai vu cela effectivement dans un cas particulier à propos de Lyon et Genève. Il me semble qu'il y avait un chasse-marée qui faisait la jonction entre Lyon et Genève. Et Vaillé en parle très bien dans son histoire générale des postes. Je pense que si vous voulez des informations là-dessus, vous en trouverez chez Vaillé sans trop de difficultés. D'accord. Donc, on utilise le réseau de la chasse-marée pour diffuser des… Oui, on utilise les solutions éprouvées. En général, ce sont des gens très pragmatiques. Oui, donc oui, ça me semble tout à fait possible. D'accord.
Merci. Les premiers systèmes utilisés sont les systèmes marchands, d'ailleurs. Les réseaux diplomatiques, les premiers centres vraiment diplomatiques sont les banques italiennes installées, les filiales des banques italiennes installées en Europe. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ces marchands ont déjà des réseaux personnels, privés, qui permettent ce genre d'échange, en fait. Donc, ça ne serait pas du tout étonnant que des choses beaucoup plus terre-à-terre, comme chasse-marée que vous citez, soient utilisées. Merci. Oui, tout à fait. D'autres questions, remarques? Une petite question pour Pierre, une question de vocabulaire. J'ai entendu au début de ton exposé que tu utilisais un moment, c'était dans les sources probablement, le terme d'estafier. Oui. Bon, en passionné d'automobile, ça me rappelle 2-3 choses. Simplement savoir s'il y avait un lien avec les courriers, si c'est un terme utilisé précisément pour désigner ces auxiliaires de mobilité, ou si c'était de manière plus générale un terme pour les serviteurs. Non, alors ça fait référence. En fait, ce ne sont pas des courriers, ce sont des courriers internes à l'ambassade. Du coup, ce ne sont pas des courriers à proprement parler, de courrier du roi. Donc là, ce sont des gens qui appartiennent à la suite diplomatique. L'étymologie précise d'estafier en français, là, tout de suite, m'échappe. Peut-être qu'Alexandre pourra aider. Je peux, effectivement, je peux. En fait, il me semble que ça vient de staffa, qui veut dire étrier. Et donc, c'est un outil très important pour aller au galop sur un cheval et garder son équilibre. Ce qui explique qu'il a été employé très précocement dans les systèmes postaux en Italie. Et ça a désigné un service particulièrement rapide de transmission postale, puisque en fait, ce qu'on appelle une transmission par estafette, c'est une transmission où l'on change de cheval à chaque poste, à chaque relais postal, mais où on change aussi de cavalier. Donc, c'est le système le plus rapide qui soit quand il est bien organisé, puisque la bête et celui qui la monte sont frais. Donc c'est la meilleure solution. Mais ce n'est pas celle qui a été privilégiée en France. Oui, c'est un système en Italie qui s'appelle la staffette. Quand on fait référence à la staffette en Italie, c'est ça. C'est ce système de relais, effectivement, où on change à chaque fois d'homme et de cheval. C'est un système effectivement très rapide. Encore un joli mot de la mobilité. Merci. Oui, tout à Un joli fait. mot de la mobilité, oui. Jusqu'à aujourd'hui, les véhicules appelés stafettes. Oui, une estafette. Oui. Oui. Voilà. D'autres questions? Oui, j'en avais une, Anne, à nouveau. Je voulais juste verser au pot commun des références bibliographiques qui ont été indiquées tout à l'heure, une thèse qui est en cours, alors qui porte sur une modernité plus tardive, qui est la thèse de François Avisso sur les postes franco-italiennes au moment de la Révolution. Donc, quand l'Italie devient une annexe de la France révolutionnaire. D'accord. Merci Anne, effectivement, pour cette thèse qui a commencé en 2014 à peu près. Internet fait des merveilles, Étienne. Oui, c'est ça. ça va plus vite que moi. Abel, vous aviez des questions? Non, pas de questions. Très bien. Moi, je trouvais ça quand même intéressant aussi, cette idée que tu évoquais, Pierre, et qui transparaît aussi dans la démonstration d'Alexandre, c'est toute cette importance sur le système d'organisation du réseau qui maintient justement les correspondances diplomatiques possibles, qui finalement, c'est quelque chose qui a déjà été un peu mis en avant par certains historiens comme Christophe Suleny ou Marc Desportes dans l'urbanisme, mais peut-être que je trouve qu'ils n'avaient pas assez insisté sur la dimension du courrier ou de la lettre ou de la correspondance, qui elle aussi a un poids, une taille, une importance qui varie selon et qui modifie son déplacement en fait.
Alors, on peut effectivement s'intéresser à la manière dont les choses se déplacent dans les grandes largeurs, mais on peut aussi s'intéresser à l'objet en lui-même. Et je trouvais ça assez intéressant de prendre cette optique-là et d'aller au plus petit en fait pour expliquer le plus grand en fait. Voilà, donc c'était plutôt une remarque de surprise et d'intérêt là-dessus. Mais c'est tout le système diplomatique du 16e qui est lié à ça, en fait. Il y a tout un tas de... Les lettres qui sont les moins urgentes sont, par exemple, dans le cas des ambassadeurs florentins que j'étudie, les lettres sont souvent stockées plusieurs jours, voire plusieurs semaines à Lyon avant d'être envoyées. Parce que en fait, les gens qui travaillent pour l'ambassadeur à Lyon attendent que le paquet soit suffisant pour valoir le coût de l'envoi. On attend aussi en général à Lyon que l'ordinaire, ce qu'on appelle l'ordinaire de Rome, il passe une fois par semaine. Donc en fait, ces lettres sont souvent stockées et finissent, elles ne sont pas du tout envoyées individuellement, quoi. Elles finissent en gros paquets qui sont reliés à la corde rapidement et envoyées comme ça, quoi. Donc c'est aussi ce qui explique des phénomènes d'interception, de copie. Dans le cadre des correspondances diplomatiques, c'est pour ça que les parties les plus sensibles sont cryptées, parce qu'en fait, c'est extrêmement facile d'intercepter des lettres et de les faire copier. J'ai trouvé une boîte entière à Florence d'un ambassadeur Ferrare qui se fait copier l'intégralité de ses lettres pendant 10 ans dans les années 1540. Le duc de Florence sait absolument tout ce que l'ambassadeur de Ferrare écrit, sans exception, sans techniquement que cet ambassadeur soit au courant. C'est des enjeux qui sont en fait beaucoup plus larges, qui vont vers l'espionnage, le renseignement, la captation d'informations, la diffusion de l'information à une vitesse plus ou moins grande, ce que en fait. Alors après, il peut en résulter si je peux me permettre juste une remarque, il peut en résulter des stratégies tout à fait paradoxales. J'ai le souvenir d'avoir lu des lettres du cardinal de Granvelle, qui à cette époque-là était le grand ministre de Philippe II à Madrid, qui préconisait de ne jamais envoyer de courrier extraordinaire par les postes, même si c'était plus rapide, parce qu'il se faisait systématiquement intercepter. Et il préférait que le courrier passe par les ordinaires, quitte à ce qu'il reste à attendre à Lyon pendant des semaines, parce qu'au moins, il pensait que c'était plus sûr que ça passerait inaperçu. Donc, on peut être assez sceptique sur cette idée, mais c'est ce qui est préconisé en tout cas. Et en même temps, les courriers ne passent effectivement jamais inaperçus, quoi. Vu que tous les ambassadeurs disent il y a un courrier de tel endroit qui est arrivé, ils le savent même si c'est au milieu de la nuit. Donc toutes ces informations-là sont captées, sont surveillées et sont diffusées extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, le même Granvelle a tout simplement ralenti les communications de l'Espagne à dessein pour pouvoir assurer le suivi de la diplomatie plus commodément, parce que trop de rapidité nuisait au travail, selon lui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Sébastien, Pierre-Louis, tu es arrivé en retard, donc tu as peut-être moins eu le temps de t'acclimater au discours de nos deux intervenants. Mais je te remercie d'être là. Pas d'autres questions? On n'a rien inventé avec les Wikileaks, alors? Non. Non. Ni avec les hubs, justement, puisque là, on voit que Lyon, a priori, constitue un centre. Absolument. Absolument. Lyon, c'est vraiment le cœur de l'Europe postale. Et donc, et là, par contre, je n'ai pas connaissance qu'il y ait ces archives-là, il n'y a pas de centre d'archives lyonnais de ces archives diplomatiques. C'est juste un arrêt qui leur permet d'être redispatchés pour aller ailleurs. Non, il me semble que c'est pour la partie officielle, c'est conservé aux archives nationales, si je ne me trompe pas. Moi, pour la partie italienne, ce sont des acteurs italiens qui s'en chargent et les papiers de ces gens, même s'ils ont vécu à Lyon toute leur vie, étaient rapatriés par les familles en Italie à la fin de leur vie. Et donc, en fait, les papiers, moi, je les ai retrouvés en Toscane ou à Rome, dans des archives, dans des fonds de famille ou dans des fonds politiques déposés par la suite. Il
me semble qu'il y a aussi beaucoup de choses aux archives municipales de Lyon, tout simplement. Mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais je connais pas assez les fonds des. Paradoxalement, je ne connais pas assez les fonds des archives municipales de Lyon. Pareillement. Moi, ce sera une question à les poser, étant donné qu'il y a quelques acteurs d'ici qui peuvent être à Lyon et aux archives. Donc, on va poser la question. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, d'autres remarques? Non. Bon, je pense qu'on peut conclure et remercier nos deux intervenants, Pierre et puis Alexandre. Merci beaucoup d'être venus et Merci à vous. d'avoir participé au séminaire. Donc, ce sera normalement mis en ligne par Louis prochainement. Merci à tout le monde d'être venu. Et normalement, donc, le séminaire aura lieu aussi le mois prochain par Zoom. Il sera consacré particulièrement aux mobilités touristiques et au temps du voyage et au voyage dans le temps, avec 2 interventions de Grégoire Besson et de Ben Bradley, donc une intervention en français et une intervention en anglais, pour montrer qu'on est aussi international. Je vous donnerai les informations par le biais du mail ou bien du site internet que Louis gère, comme donc hypothèse sur hypothèse, donc ap2m hypothèse.org. Voilà, merci encore à tout le monde d'être venu et merci aux participants et aux intervenants d'avoir présenté leurs travaux. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.